Bienvenue dans la 8e vidéo sur la chaîne Économétrie pas à pas. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté les notions générales, en gros les généralités liées au test d'hypothèse statistique. Cette vidéo, l'actuelle, constitue en fait une continuité de la précédente, dans laquelle je vais vous présenter la démarche générale de mise en œuvre d'un test, c'est-à-dire la procédure technique à suivre pour dérouler un test statistique de la formulation des hypothèses jusqu'à la conclusion du test. Je vais illustrer la démarche en prenant le cas d'un test bilatéral. Je suppose qu'à ce stade, en fait, vous savez faire la différence entre un test bilatéral et un test unilatéral, que ce soit un test unilatéral à gauche ou un test unilatéral à droite. Si vous avez des difficultés pour faire cette distinction, je vous recommande de voir ou de revoir en fait la précédente vidéo dans laquelle je présente en détail la distinction entre les différents types de tests en fait. En gros, les notions théoriques, toutes les notions théoriques, que ce soit les erreurs, la formulation des hypothèses, etc. etc. Sinon, concernant la démarche en elle-même de mise en œuvre pratique du test, on peut dire que si on reste, pour continuer, qu'un test statistique, en fait, se déroule en 4 principales étapes. En fait, donc, dans la première étape, de la démarche de la procédure, on commence par formuler les hypothèses de test H0 et H1. Voilà. Donc, on sait déjà comment formuler H0 et H1 en se basant sur la précédente vidéo, en fait. Donc, première étape de la mise en œuvre du test, formuler les hypothèses H0 et H1, et ensuite choisir le seuil de première espèce alpha. On sait maintenant aussi ce que c'est que le seuil de première espèce et le seuil de deuxième espèce. Si encore vous avez des difficultés par rapport à ces notions, je vous recommande de revoir la précédente vidéo, en fait. Voilà. Donc, première étape de mise en œuvre de test, formuler H0 et H1 et choisir le niveau de alpha. C'est tout simple, en fait. C'est des choix qui ne sont pas techniques encore, qui sont d'ordre conceptuel. En deuxième étape, on calcule ce qu'on appelle la statistique de test, qu'on va ici noter S star. Et le calcul de S étoile ou S star, en fait, dépend du test qu'on va mettre en œuvre. Mais en général, une fois qu'on a formulé les hypothèses de test, on calcule toujours une statistique de test. Et on identifie la loi statistique associée à cette statistique. Voilà. Donc, on a vu dans la notion, encore une fois, dans les précédentes vidéos, on a vu ce que c'est qu'une loi statistique, comment définir la loi statistique d'une variable. Donc, vous pouvez revoir les précédentes vidéos, peut-être la vidéo 5 ou 6 par exemple, où je reviens sur les notions de statistique et de loi statistique d'une variable. Donc, une fois que je note par S étoile la statistique de test, j'identifie sa loi statistique. Ça, c'est la deuxième étape. Tout ça reste encore très théorique, hein, mais on verra concrètement comment ça se met en œuvre, ces étapes, en fait, tout à l'heure. Donc, j'ai dit, voilà, en troisième étape, on détermine en fait, voilà. D'ailleurs, pour revenir un peu sur, voilà, mais on aura l'occasion d'y revenir effectivement. En étape 3, on détermine la statistique théorique. L'étape 2, c'était la statistique de test qu'on calcule en fait, ça c'est calculé. Ensuite, on détermine la statistique théorique S. S, c'est pour faire référence à statistique. Voilà. Mais ça peut, lorsqu'on fait un test Q2, on va noter S étoile et S avec la notation Q2. Si c'est un test de student, on mettra T à la place. Mais S, c'est un terme, c'est une lettre générique pour dire que c'est une statistique, de manière générique. Donc, déterminer la statistique théorique, ça se fait généralement à partir d'une table statistique. Étant donné qu'on connaît à l'étape 2 la loi de distribution de la statistique S étoile, c'est aller chercher la table statistique correspondant à cette loi pour déterminer S. Donc, pour déterminer S, pardon. Donc, on verra aussi concrètement comment déterminer S, en fait. Voilà. Ici, quand je dis qu'il faut déterminer la statistique théorique S à partir de la table statistique de la loi correspondant à S, c'est-à-dire que après avoir calculé S étoile, on détermine sa loi statistique
Ensuite, on détermine à partir de la table, je me répète en fait, c'est vraiment procédural en fait. On détermine S à partir de la table statistique correspondante à la loi S. Par exemple, si S étoile est distribuée suivant une loi normale, voilà, ça c'est un cas concret. Si j'ai calculé S étoile et j'ai identifié sa loi, voilà, les techniques d'identification des lois, on les a vues. Hein. Donc, on s'est rendu compte que S étoile est distribuée suivant une loi normale. Alors, à l'étape 3, on va déterminer S en utilisant la table statistique de la loi normale 0,1. Si la loi de S étoile est une loi de student, naturellement, on va déterminer S, c'est-à-dire la statistique théorique, à partir de la loi de student. Ou encore, si la loi S étoile est une loi de qui 2, ben, on va chercher S dans la table qui 2. Et si c'est une loi de Fisher, bah, il faut aller exploiter la loi de Fisher pour déterminer S en fait. Donc en gros, l'étape 2, c'est un calcul. Donc c'est là où vous mettrez votre maîtrise en œuvre pour calculer S et identifier sa loi. La troisième étape, c'est juste une lecture de table. Il y a des techniques pour ça aussi. Je ferai des vidéos spécialement dédiées à la lecture des tables statistiques, mais c'est des informations disponibles, il faut savoir les lire simplement. Donc, une fois qu'on a déroulé l'étape 2 et l'étape 3, donc, on passe maintenant à l'étape 4. Donc, on compare S étoile à S en fait. C'est juste une comparaison. Et pour conclure le test, comparer S étoile à S, ça nous donne justement les moyens pour conclure. Voilà. Et pour ça, en fait, donc comment conclure? La conclusion, est-ce que conclure un test, c'est de rejeter ou ne pas rejeter H0? On a déjà vu ça dans la précédente vidéo. Donc, en résumé, donc, formuler H0, H1, choisir alpha, calculer la statistique de test S étoile. On va voir plus tard que le calcul de la statistique S étoile fait appel à alpha et aussi la détermination de S simple, S théorique, fait aussi appel à alpha. Donc la détermination de alpha le choix de alpha est primordial dans toutes les phases de test. Et la comparaison de S à S étoile maintenant, bah, ça permet de rejeter ou ne pas rejeter H0. Donc pour illustrer ces 4 étapes, en fait, on va essayer de partir d'un cas d'illustration, même si on ne rentrera pas forcément en détail sous forme d'exercice, parce que les exercices viendront après, mais là, on va juste faire une illustration, toujours de manière théorique. Le cas d'illustration, je reprends l'exemple qu'on a déjà vu dans la précédente vidéo. Je fais l'affirmation suivante, c'est-à-dire que le poids moyen des bébés à la naissance est égal à 3,35. C'est une affirmation. Voilà, cette hypothèse, c'est mon hypothèse en fait. Donc, ensuite, on va dérouler les 4 étapes. Donc, en considérant, on va faire un test bilatéral également pour cette affirmation. C'est-à-dire que H0, voilà, là, c'est ce qu'on va voir. Hein. On va essayer de tester la validité de cette hypothèse. Donc, première étape, formuler les hypothèses H0 et H1 et choisir le seuil de première espèce. Pour continuer, en fait, on va faire, voilà, la démarche. Encore une fois, le poids, j'ai formulé le poids moyen des bébés à la naissance est égal à 3,35. Le poids moyen, vous devez tout interpréter statistiquement. On avait dit tout à l'heure que le poids moyen, bon, dans la précédente vidéo, j'allais dire que lorsqu'on dit le poids moyen des bébés à la naissance est égal à 3,35, le poids moyen, je vais le noter par X bar, parce que la moyenne, c'est X bar généralement. Donc, et θ 0, la valeur hypothétique, c'est 3,35. Donc, lorsque je vais formuler mes hypothèses, je vais dire H0, X bar égale M0, ou θ 0. Contre H1, X bar est différent de M0. Donc, là, ça fait, voilà, j'utilise encore des variables ici, mais M0 fait référence à 3,35. La moyenne, ça peut être θ 0, ça peut être... voilà, pi 0, mais voilà, c'est égal à la valeur que vous avez choisie. Donc, X bar égale M0, ça c'est mon hypothèse. Je pouvais remplacer directement M0 par 3,35, hein, ça n'aura rien changé. Ici, j'ai préféré travailler, on va dire, avec les lettres, justement, mais conceptuellement, c'est la même chose. Je ne sais pas si on est d'accord sur ce principe. On est toujours dans la première étape, formuler les hypothèses de base H0 et l'hypothèse alternative, H1.
c'est ce qu'on vient de faire. Voilà. Et il faut savoir interpréter encore une fois les termes dans une assertion. Le poids moyen des bébés à la naissance a le poids moyen. Ok, c'est X bar. Donc, je note X bar est égal à 3,35. Ah, 3,35, c'est M0. Une moyenne hypothétique M0. L'alternative, comme on a dit que c'est un test bilatéral, alors je mets différent. Je ne veux pas savoir pour le moment est-ce que le poids moyen est inférieur à 3,35 ou supérieur à 3,35. Ça, c'est le cas des tests unilatéraux, que ce soit à droite ou à gauche. Voilà. Maintenant, dans cette première étape, donc, lorsque j'ai formulé cette hypothèse, en règle générale, vous allez voir dans la pratique, hein, ce test revient à ce qu'on appelle le test d'égalité de la moyenne à une valeur de référence. C'est comme ça que ça s'appelle en fait. Vous allez faire un test par exemple en disant est-ce que le salaire moyen des informaticiens c'est de, je vais dire n'importe quoi, par exemple en euros, c'est de, le salaire moyen des informaticiens c'est 3 000 euros par mois. Le salaire, donc ça veut dire que X bar est égal à 3000. Donc je vais essayer de rejeter ou ne pas rejeter cette hypothèse. Ça s'appelle test d'égalité de la moyenne à une valeur de référence. La moyenne c'est X bar et la valeur de référence c'est 3000 ici. Dans le cadre du poids des bébés à la naissance, c'est 3,35. Je ne sais pas si on est d'accord sur ce principe. Donc, une fois qu'on a formulé ces hypothèses, on a dit qu'il faut choisir la valeur de alpha. Comme nous sommes dans un cadre, on va dire, économique ou social, alpha est généralement, alpha on le fixe à 5%. Voilà, pas besoin c'est pas l'analyse du poids des bébés à la naissance, c'est pas un domaine, on va dire, c'est un domaine critique hein, médicalement, etc., parce que c'est important de suivre le poids des bébés à la naissance pour voir est-ce que c'est trop faible. Voilà, mais ce n'est pas, voilà, la criticité en termes d'erreur sur le poids des bébés de naissance n'est pas aussi fatale qu'on peut le penser en termes d'analyse, j'entends bien, justement. C'est pour ça qu'on peut se fixer un seuil d'erreur raisonnable de l'ordre standard, c'est-à-dire alpha égale à 0,05 ou alpha égale 5%. Donc voilà. Et donc c'est ce qu'on fait. Là, on choisit le seuil d'erreur alpha égale à 0,5. On a fini la première étape pour le déroulement d'un test d'hypothèse statistique. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de calculer la statistique de test. Là, maintenant, ça va se compliquer un tout petit peu parce que ça fait référence à des notions qu'on a déjà vues dans les précédentes vidéos. C'est la détermination de la variable de la loi des variables calculées. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici en étape 2, encore une fois, je répète, on est dans ce qu'on appelle le test d'égalité de la moyenne à une valeur de référence. Et si vous vous rappelez du théorème central limite, c'est-à-dire que j'ai présenté dans les précédentes vidéos, en vidéo 6 ou vidéo 5, il faut revoir. Mais si vous, en fait, je vais vous dire quelque chose. Les vidéos que j'ai présentées sur cette chaîne sont faites de manière séquentielle logique. Donc, si vous tombez sur cette vidéo comme ça, oui, et que vous avez un peu voilà, vous avez un peu de niveau et que vous voulez rafraîchir, ça va. Mais si vous commencez en économétrie et que vous voulez commencer tout à la base, je vous recommande de commencer par la première vidéo et de suivre le reste crescendo, parce que c'est vraiment l'idée de la chaîne, c'est-à-dire pas à pas en fait. Donc si vous avez bien suivi justement les précédentes vidéos jusqu'à aujourd'hui, les termes vous seront plus familiers et la compréhension plus facile. Donc cette notion que j'ai à l'écran comme ça, cette formule racine de n fois x bar moins m, parleront forcément à ceux qui ont vu les précédentes vidéos, parce que c'est une traduction du théorème central limite qu'on a déjà vu, c'est-à-dire qui permet de transformer une loi normale en une loi normale centrée réduite. Une loi normale centrée réduite, c'est la valeur estimée, donc x bar moins la valeur de référence m0 divisé par l'écart type
sur la racine de n. Mais sauf que quand on dit x bar moins m sur sigma sur racine de n, la racine de n monte directement au numérateur et l'expression est un peu changée, mais ça reste la même. Donc on préfère parfois écrire comme ça. Vous verrez des documents où c'est écrit racine de n fois x bar moins m sur sigma, où sigma représente l'écart type, m0 c'est la moyenne de référence, x bar c'est la moyenne de l'échantillon et n c'est la taille de l'échantillon. Vous pouvez voir aussi des écritures où c'est x bar moins m qu'on a au numérateur et au dénominateur on a sigma sur racine de n. Donc ça ne doit pas vous perturber si vous avez l'habitude de voir ce genre de notions, mais dans le test d'égalité de la moyenne à une valeur de référence, la statistique S se calcule toujours comme ça. C'est assez standard puisque vous avez la valeur de référence M0. Sigma, on verra si sigma est connu, on viendra à ça tout à l'heure. Sigma, c'est l'écart type aussi, voilà, mais qu'on n'a pas encore donné, mais il intervient toujours dans ce calcul. Et racine de n c'est la taille de l'échantillon. C'est généralement des choses qui sont données quand il s'agit d'un exercice. Voilà, donc, mais en gros, l'étape 2, c'est calculer S étoile. Et maintenant, la formule qui se présente, quelle est la loi une fois qu'on a calculé S étoile, maintenant, ce qui revient à savoir, c'est quelle est la loi statistique de S. Ça c'est la deuxième question, en fait, qu'on se pose une fois qu'on a la formule. Maintenant, donc, je reprends x bar, c'est la moyenne de l'échantillon choisi. Généralement, il faut le calculer parce que vous avez des données en entrée. C'est vous qui avez fait les prélèvements, vous avez fait l'échantillonnage, donc vous avez les moyens de calculer x bar. M0, on vous donne où vous la choisissez. Sigma, ça dépend également des cas, mais on verra. Maintenant, n est la taille de l'échantillon, l'écart type, là, c'est l'écart type de la variable x, etc., etc. Ici, le poids des bébés à la naissance. On travaille toujours les indicateurs. Les caractéristiques dont on parle ici, x bar, m0, sigma et racine, elles sont tous relatives au poids des bébés à la naissance. N est relative à la taille de l'échantillon, c'est-à-dire au nombre de bébés qu'on a observé. Maintenant, voilà, j'ai déjà parlé du théorème de centrale limite, mais une fois qu'on a, voilà, toujours à l'étape 2, une fois qu'on a calculé S, ce qui est important aussi, on a vu dans les précédentes vidéos, ce qui va faire la différence, c'est lorsque sigma est connu ou sigma n'est pas connu. Sigma, c'est l'écart type, donc la racine carrée de la variance. Quand ce sigma est connu, voilà, on connaît déjà M0, parce qu'on a commencé le test avec ça, c'est l'affirmation qu'il nous a donnée. M0, c'est 3,35, mais sigma, on n'en a pas parlé. Donc, mais il se peut aussi que dans le test, vous connaissez sigma. Donc, dès que vous connaissez sigma et vous connaissez M0, S est distribué suivant une loi normale 0,1. C'est automatique. Voilà, si sigma est connu, en fait. Quand voilà, est distribué suivant une loi normale 0,1. Voilà. Mais quand sigma n'est pas connu, mais que vous disposez justement de l'échantillon, alors vous devez d'abord estimer, voilà, sigma chapeau, le calcul de l'écart type, hein, c'est la racine carrée de la variance, et on sait déjà comment calculer la variance, on en a parlé dans les précédentes vidéos, dans les caractéristiques de tendance centrale et de dispersion des variables. Donc, une fois que vous avez estimé sigma, dans ce cas, vous n'êtes plus dans le cas de la loi normale. L'expression va changer un peu. Ça devient racine de n fois x bar moins m0 sur sigma chapeau. Alors, S étoile sera distribué suivant une loi de student. Voilà. Donc, ce n'est plus une loi normale. Donc, en fait, il faut voir à l'esprit ces deux cas. En fait, chaque fois, quand vous commencez un test par rapport à un cadre de test bien défini, ce que vous devez vous poser, est-ce que je connais sigma ou je connais sigma ou variance, hein, c'est les deux, sigma ou sigma carré. Voilà. Si je connais sigma carré, ok, tant mieux, je vais dire que la statistique que je vais calculer, on n'a pas encore calculé S étoile, mais on va la calculer en fait. Si l'exercice, toutes les données de l'exercice étaient là, on calcule d'abord S étoile, ensuite on dit quelle est sa loi. Voilà. Donc, on suppose qu'on a calculé S étoile en appliquant cette formule. X bar, on calcule X bar, ensuite on fait voilà, sigma. Quand on connaît sigma, on applique la formule, on trouve une valeur, et on dit cette valeur suit une loi normale 0,1. Et quand
on doit d'abord passer par le calcul de sigma avant d'obtenir S étoile. Une fois qu'on a obtenu S étoile, on dit que S étoile est distribué suivant une loi de student. Donc student, c'est noté T, hein, T avec n-1 degré de liberté. On a parlé aussi des degrés de liberté. Donc la loi normale n'a pas de degré de liberté, mais la loi de student T a toujours un degré de liberté, c'est égal à n-1, n étant la taille de l'échantillon. Donc on a fait la première étape, on a fait la deuxième étape, et maintenant, connaissant la deuxième étape nous a permis de connaître la loi de S étoile. Donc la connaissance de la loi de S étoile nous permet de passer justement à l'étape 3, celle de déterminer la statistique théorique S. Admettons que, par exemple, donc on connaît le seuil d'erreur alpha, ça depuis la première étape, et prenons le premier cas, supposons que S était distribué suivant une loi normale 0,1, c'est-à-dire dans le cas où sigma était connu. Ce qu'il faut faire simplement, c'est de lire la table de la loi normale 0,1 et on récupère le quantile qu'on appelle quantile Z en fait, hein, d'ordre 1 moins alpha demi. On verra très en détail comment lire une table statistique en fait. Donc, connaissant alpha, on a 1 moins alpha demi. Donc, alpha demi, c'est 0,25. Donc, 1 moins alpha demi, c'est 0,975. Donc, il faut aller dans la table de la loi normale et récupérer le quantile correspondant à cette probabilité. Et voilà. Et on va noter ça, ZM moins alpha. Z, c'est le quantile. On peut noter quantile, fractile, etc. Donc, S étoile égale à la valeur qu'on trouve dans la table, la valeur Z correspondant à la probabilité 1 moins alpha demi. Une fois qu'on récupère cette information, les tables statistiques, hein, on va en parler encore une fois, mais voilà, vous pouvez trouver sur Internet, on les a dans les logiciels statistiques, même dans Excel, etc. Les tables ce sont des tabulations, comme on dit, qui ont été faites depuis très longtemps, depuis les premières... comme on a dit, les tables statistiques, ce sont des correspondances. C'est un tableau de correspondance entre les quantiles et les probabilités. C'est-à-dire, on prend la loi normale et on définit la loi de probabilité de la loi normale d'une variable x, par exemple. Pour chaque valeur x, on a sa probabilité. Pour chaque valeur x, on a sa probabilité. Donc, si on a une infinité de valeurs x, on a une infinité de probabilités et la somme des probabilités vaut toujours égale à 1. Donc, une table statistique est une table de correspondance entre les valeurs x et les probabilités P, dans laquelle la somme des probabilités est égale à 1, ou l'intégrale, si c'est une loi continue, l'intégrale sur l'espace moins infini à plus infini de l'ensemble des probabilités est égale à 1. Voilà, on a déjà vu les lois de probabilité. Donc, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais une fois qu'on a maîtrisé les lois de probabilité, c'est la lecture, la compréhension pour dire tel est le fractile, telle est la probabilité, ne doit pas vous poser problème. Donc, c'est pour ça que je dis ici, quand je dis que je lis la table de la loi normale, ça veut dire que je vais aller chercher la probabilité que j'ai, qui est 1 moins alpha demi, et je vais trouver la valeur x correspondante. On appelle ça fractile. Et ça me ramène, au lieu de noter x, en fait, on note généralement z. Pour la loi normale, c'est z. Donc, le z est 1 moins alpha demi, c'est égal à la valeur S statistique, c'est les S statistiques théoriques. Donc, on est d'accord qu'à ce stade, à l'étape 3, l'étape 2, on connaît S étoile, à l'étape 3, on connaît S. Donc, on passe à l'étape 4. Donc, et bon, avant de passer à l'étape 4, on était dans le scénario, en fait, ça se décompose, on était dans le scénario où S étoile était distribué suivant une loi normale. Maintenant, dans le cas où S étoile était distribué suivant une loi de student, comme on a vu, parce que sigma était inconnu, on a estimé, ensuite on a calculé S étoile, on va cette fois aller dans la table de student, en fait, et on va aller récupérer la valeur T correspondant à la probabilité toujours 1 moins alpha demi avec le degré de liberté égale n-1. La table de student, c'est une table où il y a 3 informations. Pour chaque degré de liberté, on a une probabilité et on a une valeur T. Donc si on connaît le degré de liberté, c'est-à-dire on connaît la taille de l'échantillon, on connaît la probabilité, ici c'est 1 moins alpha demi, et on peut trouver la valeur T. Et une fois qu'on a récupéré la valeur T, on dit que S égale cette valeur T.
Donc, on a encore fini avec la troisième étape, mais dans le scénario où S est distribué suivant une loi normale, une loi de student, pardon. Maintenant, une fois qu'on a ces deux informations, que ce soit le cas d'une loi normale ou le cas d'une loi de student, on passe à l'étape 4. Là, on compare S étoile et S pour pouvoir conclure. Voilà. Donc, et là, la conclusion du test est assez directe, hein, c'est assez facile en fait. Voilà. Puisqu'on est dans le cadre d'un test bilatéral, j'ai dit au départ, hein, il faut toujours savoir quel test on déroule depuis le départ en fait. On est dans le cadre d'un test bilatéral. Donc, dans le cadre d'un test bilatéral, lorsque S étoile, la valeur absolue, parce que S étoile peut être négative ou positive, hein, voilà. Donc, lorsque la valeur absolue de S étoile est supérieure ou égale à S, alors on va rejeter H0. C'est-à-dire que H0 est invalide. Et n'oubliez pas que H0, c'est l'assertion ou l'affirmation qu'on a faite dès le départ. Le poids moyen des bébés à la naissance est égal à 3,35. Si on a calculé S étoile, on trouve que c'est supérieur à S, alors on va rejeter H0. Donc l'hypothèse qu'on a formulée n'est pas valide statistiquement. Par contre, si valeur absolue de S étoile est inférieure à S, alors dans ce cas, on ne peut pas rejeter H0. Donc ça veut dire qu'on va considérer que H0 est valable. Donc voilà comment on décide un test statistique et comment on déroule généralement et comment on décide. Vous avez vu que dans cette conclusion, je n'ai pas fait appel à H1. Encore une fois, revoyez la précédente vidéo par rapport à la conclusion d'un test. Le test se focalise, le but d'un test c'est de rejeter ou ne pas rejeter H0. H1 sert à fixer le cadre et à faire quelques calculs, à définir, qu'on verra, on va voir les scénarios dans lesquels H1 intervient, mais H1 n'intervient pas, la décision de test ne porte pas sur H1. Voilà, ça porte toujours sur H0. On dit qu'on rejette ou on ne rejette pas, mais c'est toujours H0. Donc, dans le cas où on rejette H0, c'est que la valeur absolue de S étoile est supérieure à S. Dans le cas où on ne rejette pas H0, c'est que la valeur absolue de S étoile est inférieure à S. Voilà. Mais, encore une fois, ça reste encore théorique et on fera des exemples pratiques là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est mieux qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, je vais prendre un cas concret. En tout cas, on va prendre toujours le cas concret de le poids moyen des bébés à la naissance est égal à 3,5. On va dérouler le scénario de test comme on vient de faire. C'est-à-dire, on va supposer que la variance ou l'écart type est connu, ou bien on va supposer que l'écart type n'est pas connu et on va dérouler le test et on va décider en fait, est-ce que notre hypothèse qu'on a formulée est valable ou pas. Voilà, donc on s'arrête là pour aujourd'hui et je vous donne un rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer dans les exercices pratiques sur les tests d'hypothèses statistiques. À bientôt.